Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Salut à tous, pour tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, sur internet, partout où tu veux, et si t'es derrière tes barreaux, grosse force, on envoie tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer de la solidarité. Plein de courage, plein d'amour. Voilà. On peut se présenter pour savoir qui est autour de cette table avec tous ces micros très impressionnants qui font peur alors qu'en vrai on fait n'importe quoi. Moi c'est Camille, je suis à la technique. Voilà, donc... Moi c'est Nestor, je suis l'un des invités de cet après-midi, donc je vais essayer de vous en parler un peu plus des conditions dans le CRA et puis mon expérience de visite. CRA, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est centre de rétention administrative. C'est des prisons avec des retenus dedans, donc pas des détenus, c'est des gens qui n'ont pas les bons papiers, entre guillemets. Et voilà, c'est comme des prisons, hein, clairement. Voilà, il y a juste une lettre qui change entre retenue et détention. Mais... Exactement. Et du coup, moi là qui viens de prendre la parole, c'est Gaspard. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Bonjour tout le monde, moi c'est la pluie ou pluie tout court. Je suis venue, je suis aussi un invité, mais je pense que je vais revenir plusieurs fois vous parler. Cool. Du coup moi c'est Oscar, salut à tout le monde. Coucou. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit sommaire? Ah oui, on a aussi quelqu'un d'autre autour de cette table. Kikou, vous connaissez, moi c'est Kalaï. Bisous à tous. Est-ce que quelqu'un est chaud de faire un petit sommaire de tout ce qui va se passer? Écoute, carrément, je m'en charge. Alors on a 4-5 points qu'on aimerait vous parler, si on a le temps bien sûr, pendant cette deuxième partie d'émission. C'est moi qui vais, entre guillemets, ouvrir le bal avec un point autour de la décision de non-lieu qui a été rendue suite à l'assassinat de Idir Médérès à la prison de Lyon-Corbas en 2020, le 9 septembre 2020. Voilà, donc c'est un sujet un peu lourd, mais je voulais vous lire un communiqué de Najette, sa mère, dont on parlera plus tard. Ensuite, du coup, comme toi aussi tu t'introduisais, Nestor, tu vas pouvoir nous parler des CRA et des conditions de détention dans les CRA. Ça, ce sera dans un second temps. Et puis ensuite, il y a Pluie qui va nous parler qui va nous lire en tout cas un article de Street Press. Et est-ce que tu as envie d'introduire un petit peu ou alors je lis les trois points qui sont nommés? Ouais, je vais introduire un peu. Du coup, c'est une lecture d'article de Street Press et le titre c'est Crack, prostitution et violence de la rue. Et donc ça parle des consommateuristes de drogue qui sont aussi SDF à Lille. Je pense qu'il y a des liens hyper pertinents de toute manière à faire avec la tôle. Absolument. Donc voilà, on en parlera plus tard. Ensuite, on aurait aussi bien aimé parler d'un mot sur la dissolution de la jeune garde et je pense plus généralement de la criminalisation des mouvements antifa, en fait, d'une certaine manière. Du coup, pareil, un lien avec la tôle également. Et puis ensuite, on avait envie de faire un petit point ou une petite phrase sur, je cite, l'Alcatraz des alligators, une nouvelle prison qui a été construite pour les retenus, donc centre de rétention, mais aux États-Unis cette fois-ci. Voilà, qui est un projet complètement dystopique et absurde, mais qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Moi, je voulais faire un petit mot parce qu'on a eu une réunion il y a un mois avec la radio et on voulait vous annoncer, ça y est, c'est officiel, qu'à partir de septembre, je crois que ça sera tous les premiers dimanches du mois, vous pourrez venir en studio, que vous soyez de Rennes ou d'ailleurs. Hein, bien sûr, c'est forcément compliqué si vous êtes à Paris, il faut payer les billets et tout, mais en tout cas, on vous accueillera avec plaisir, on peut vous héberger. Si besoin, on a de la place. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble la radio, prendre la parole ou juste écouter, c'est possible aussi. C'est pas si dur. Nous, on est arrivés
ouais, je sais pas, il y a combien de mois, mais vraiment très peu. Au début, on disait jamais on prendra la parole et tout, mais en vrai, c'est pas parce que t'as pas connu la prison que tu peux pas prendre la parole, c'est pas parce que t'as pas de connaissances sur l'anticarcéralisme que tu peux pas parler, parce qu'il y a plein de textes qui existent sur internet, tu peux juste lire un petit truc que t'as trouvé, une brochure, un machin, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir se former aussi entre nous, d'y aller tranquillement. Moi aussi, quand je suis rentré il y a 5 ans, en fait, j'y connaissais rien. Je me sentais plus ou moins concerné par ça, ou en tout cas, je savais que c'était la punition. Je trouvais que c'était quelque chose à questionner, mais clairement, je suis constamment en train de nourrir ma pensée anticarcérale et c'est jamais fini. Et voilà, il y a tellement peu de voix en tout cas qui s'élèvent contre la prison que je pense que c'est bien, en tout cas si on s'en sent la force et l'énergie de prendre la parole, c'est toujours bien de pouvoir soutenir. Voire même en fait, c'est pas nous qui parlons de nous-mêmes, on se fait aussi les porte-voix parfois de détenus et de gens qui parlent de leurs conditions bien mieux que nous parce qu'ils et elles les vivent au quotidien. En tout cas, pour commencer donc à rentrer dans le point info de cette émission, en gros, le 24 juin dernier, donc il y a environ 2 semaines, il y a une décision de non-lieu qui a été rendue suite à la mort au mitard de Idir Médérès à la prison de Lyon-Corbas. Donc voilà, une décision de non-lieu dans ce type de situation-là, c'est des choses qui sont très fréquentes. Je renvoie à des affaires comme, en tout cas à Rennes, on peut connaître avec Babacar Gaye. Awa, sa sœur, elle a reçu elle aussi une décision de non-lieu suite à l'assassinat par des keufs sur Babacar en 2013, si je dis pas de bêtises, dans la nuit du 2 au 3 décembre ou alors du 5 au 6 décembre, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé. En tout cas, moi je voulais vous lire le communiqué de sa mère qui s'appelle Najette, et puis voilà, peut-être que je le commenterai, je lirai aussi ses revendications, mais je pense que le communiqué se suffit à lui-même. Donc voilà, je vous le lis. Je m'appelle Najette et je suis la maman d'Idir Médérès, mort à 22 ans dans une prison de Lyon-Corbas, au mitard, le 9 septembre 2020. Ce jour-là, on m'a annoncé que mon fils s'était pendu dans sa cellule. On m'a dit que c'était un suicide. Mais je le dis aujourd'hui, haut et fort, c'est faux. Ils ont volé sa vie. Ils ont maquillé ça en suicide et je veillerai à ce que son nom reste éternel. Un traitement inhumain dans une cellule sans eau ni lumière. Idir était isolé au quartier disciplinaire, QD ou mitard, privé d'eau, de lumière, de dignité. Ils lui ont coupé l'eau et l'électricité. Il était contraint de boire l'eau dans les toilettes. Je l'ai vu à la morgue. Il portait des traces de coups, des hématomes. Idir aimait la vie. Il avait des projets. Il attendait sa sortie. Il pensait à sa famille. 5 ans de combat. 3 juges, 0 vérité. Pendant 5 ans, j'ai vu 3 juges se succéder. Le premier juge avait commencé à enquêter sérieusement. Il a été muté. Le deuxième juge ne retrouvait même pas le dossier au début. Une fois retrouvée, elle a disparu pendant des mois. Un troisième juge a refusé tous les actes demandés par nos avocats. Reconstitution, expertise, audition. Et le 24 juin 2025, cette même juge, de retour, a prononcé un non-lieu. Aucune vérité, aucune justice. Idir n'est pas un dossier, c'est mon fils. Idir avait 22 ans, il voulait vivre, il méritait la dignité, pas l'abandon. Je refuse qu'il soit une victime de plus dans un système qui humilie, isole, détruit. Ensuite, je passerai à ses revendications. Donc de la mère de Idir, Najette. Elle demande la réouverture du dossier. Elle demande bien évidemment une enquête indépendante. Elle demande que vérité soit faite pour Idir. Et puis la fin de l'impunité carcérale. Moi, je voudrais en profiter pour rappeler aussi des chiffres. C'est une mort tous les 2 à 3 jours en prison. Donc des morts plus ou moins suspectes. Ça va du suicide à la vengeance, à l'assassinat déguisé. En l'occurrence, Idir, on parle de mort suspecte encore d'un point de vue légal, entre guillemets. Mais voilà, ça y est, maintenant Najette a plus peur aussi de parler officiellement d'assassinat. C'est clairement un assassinat qui a été déguisé, mais qui n'a pas été qualifié comme tel par la justice. Voilà, faut imaginer ce que c'est, de savoir les conditions dans lesquelles ton fils est mort, de savoir que tu te bats pour qu'on puisse entendre les preuves et qu'on puisse les analyser, et que en fait la justice te rionnait d'une certaine manière et met des mots qui ne sont pas les bons sur la situation
qu'a vécu ton fils. Donc voilà, nous, bien évidemment, on envoie tout notre soutien à Najette, on la soutient dans son combat. Najette, elle a besoin de thunes, hein. S'il y a des cagnottes qui sont sur internet, vous pouvez taper vous pouvez taper son blaze et normalement vous allez trouver tout ça sur internet. Najette, c'est quelqu'un qui subit aussi le harcèlement de l'institution pénitentiaire et policière. Il y a un de ses deuxièmes fils qui a été incarcéré il y a quelques mois en tôle. Je sais plus pour quelle raison, mais on sait très bien que quand tu décides d'ouvrir ta bouche pour te battre, en fait, pour faire reconnaître la justice et la vérité lorsque la tôle assassine tes enfants, lorsque le système dans lequel on vit assassine tes enfants, on sait très bien à quoi tu te heurtes. Moi, je renvoie aussi ça à Assa Traoré, en fait, qui se bat pour la reconnaissance de l'assassinat de son frère Adama Traoré en 2016, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir que elle aussi, Assa Traoré, a un ou deux frères qui sont passés par la case prison depuis qu'elle décide de se battre pour reconnaître justice et vérité. Donc voilà, on le connaît, ce schéma mortifère. On les connaît, les pressions répétées sur les familles qui luttent. On sait très bien à quel point c'est d'autant plus compliqué de lutter dans un système qui te criminalise constamment. On sait très bien que c'est vous qui n'avez pas les micros des grands médias, des grands plateaux télé, etc. Et que votre combat, il se fait dans la rue et c'est que des militants et militantes qui peuvent relayer vos combats. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de cette parole, elle circule sur les réseaux sociaux, qu'on a besoin de soutenir via les cagnottes, parce que c'est des familles qui peuvent plus travailler, c'est des familles qui peuvent plus se nourrir et qui mettent des tonnes et des tonnes d'euros dans des avocats. Tout ça pour à la fin des non-lieux. Mais c'est des combats qui sont hyper importants pour ces familles-là et qu'il faut pas laisser à l'oubli, en fait, qu'il faut continuer de parler, parce que c'est que nous qui allons faire vivre ces histoires-là, et il y a que l'histoire qui pourra faire en sorte que on puisse reconnaître la vérité et la justice, et que, je l'espère, un jour ces histoires-là elles ne puissent plus revenir constamment. Voilà, elle dit aussi: je suis sa voix, je ne me tairai jamais, je suis une maman et je suis debout pour lui. Idir n'est pas un suicide, c'est un abandon, une maltraitance, un drame évitable. Mobilisons-nous, parlons-en, exigeons la vérité. Voilà, je m'arrêterai là sur cette décision de non-lieu concernant Idir Médérès. Je vous invite bien évidemment à vous renseigner sur ce sujet-là. Il y a plein d'émissions de radio qui en parlent, il y a plein de textes qui en parlent. Et voilà, gros big up à toi, Najette, gros soutien si jamais tu nous entends. Et bonne chance dans ton combat qui est le tien. Je vous propose qu'on passe à un deuxième point. Je vais peut-être laisser Nestor introduire un petit peu ce dont tu veux parler. Oui, effectivement, je me suis proposé à l'entame de l'émission de vous parler de mon expérience en visite de CRA. C'était précisément le 24 novembre 2024, où j'ai été, n'est-ce pas, associé aux bénévoles de la CIMAD à effectuer une visite au niveau du CRA. Et je vous rappelle également que moi, je suis une personne en procédure de demande d'asile depuis quelque temps. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je fais pas juge et partie, mais c'est un sujet qui me parle, parce que j'ai choisi ce volet précisément parce que je me suis dit, tiens, si dans le cas où les décisions, ma situation personnelle devait être répondue négativement, moi je me retrouverai certainement là, de l'autre côté des personnes que je vais visiter. Et dans mes activités de bénévolat, justement, j'ai choisi l'association la SMAD, justement, parmi les autres associations que j'ai pu adhérer dans la région Bretagne, en l'occurrence à Saint-Malo et Rennes. Et j'ai choisi la SMAD parce que justement pour ces motivations, donc je vous ai précédemment cité, c'est-à-dire que je pourrais me retrouver là un jour. Et c'est une association, n'est-ce pas, qui défend les droits des personnes sans papier et des personnes détenues illégalement. Pour moi, c'est tout simplement inhumain les conditions donc j'ai trouvé ce jour. Et
j'ai été associé, comme je vous l'ai dit, à un bénévole déjà qui, je peux dire, qui est professionnel, qui a l'habitude d'effectuer les visites. Et parmi les autres activités que l'association, la CIMAD, m'avait proposé, j'avais choisi précisément celui des visites CRAP parce que c'est des visites qui sont organisées pour des personnes qui expérimentent un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon de la société. Justement, c'est le sentiment que m'a laissé ce jour la personne dont je suis allé visiter. Donc je vais taire son nom ici parce que la personne ne m'a pas donné l'autorisation de prononcer son nom. Donc c'est un monsieur X de nationalité marocaine de 21 ans qui est détenu justement pour quelle raison, me disait-il. Donc il s'était ouvert à moi, il m'a dit je suis là parce que on m'a arrêté parce que j'ai volé une sardine dans une épicerie et on me suspectait également de fumer de fumer, comment dirais-je, du cannabis. Du cannabis. Et on m'arrête là. Voilà, ça fait plusieurs mois que je suis détenu là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir. Et on n'a déjà pas pu établir ma filiation au niveau des consulats. D'autre part, on dit le consulat de mon pays a refusé de délivrer les documents parce qu'ils n'ont pas pu établir la filiation. Et mon daron, parce que, excusez-moi de l'expression, moi je ne savais pas ce que ça veut dire. C'est ce jour-là justement que j'ai su que daron, le daron, ça veut dire mon tuteur. Mon tuteur ici, lui également, il m'a jeté dans la rue, c'est-à-dire la personne qui m'a recueilli ici, depuis son arrivée ici en France, la personne qui l'a recueilli, qui est dans il vivait à Paris, donc il s'est retrouvé ici à Rennes par le concours des amis parce qu'à Paris, il n'avait justement pas là où habiter. Et quand il se retrouve ici, n'ayant pas de papier, ne pouvant pas travailler, il s'est retrouvé comme ça et il a été pris infraction au QTF, il se retrouve en centre de rétention. Déjà, on n'a pas pu établir sa filiation et voilà. Donc, moi, j'avais été fortement marqué ce jour parce que déjà, moi, ma condition, je vous ai déjà pas parlé des documents qu'on m'a exigé pour rentrer au CRA parce que moi non plus, je ne détiens pas les bons papiers. Je suis pas sans papier, je précise. Moi, je suis revenu dans ce pays par un visa Schengen, mais je me suis retrouvé, disons, en situation d'irrégularité parce que les documents n'ont pas pu renouveler et je me suis retrouvé dans cette condition et à la suite des procédures UNO qui étaient... Bref, je ne vous parle pas déjà de ma situation, je vous développe déjà la situation de la personne dont j'ai promis vous en parler. Oui. Ouais, c'est ça. Enfin, ce que tu décris, c'est que ces situations-là, c'est des situations hyper précaires et qu'il faut constamment en fait refaire des demandes de papier, aller voir les consulats, etc. C'est parfois des lettres écrites, parfois c'est des dossiers à faire en ligne. Effectivement. Comme tu le soulignais tout à l'heure, quand on n'a pas de sous, quand on n'a pas de logement, quand on n'a pas d'ordinateur ou quoi que ce soit, c'est d'autant plus compliqué de trouver des personnes pour nous accompagner. Suffit qu'on parle pas le français non plus, c'est encore plus des barrières pour pouvoir faire ces démarches-là. Effectivement. Il faut vraiment souligner aussi le côté très compliqué de ces démarches-là. Moi, justement, le côté compliqué, peut-être les auditeurs vont s'étonner que mais comment est-ce qu'une personne qui s'exprime très bien en français, il a justement, on m'avait fait comprendre même que le fait que tu arrives en France, que tu sois francophone ou pas, que tu sois sans papier, si tu t'exprimes bien, même c'est plutôt un handicap dans tes démarches, parce que si tu t'exprimes en français, on dit mais merde, pourquoi est-ce que lui là, il s'exprime bien, mais je sais pas, quand tu t'exprimes pas en français, c'est un problème parce qu'on dit il faut de la logistique, il faut des personnes pour faire des traductions. Quand tu t'exprimes également pour exprimer justement, pour décrire les raisons qui t'ont poussé à arriver dans ce pays, ça devient également une entrave. Donc, c'est paradoxal en fait, c'est paradoxal.
Puis c'est des parcours de vie qui sont traumatisants. On demande sans cesse de devoir re-raconter ces parcours-là. Comme tu le disais, hein, c'est quand même, on passe par des épreuves qui peuvent être traumatisantes et devoir les ressasser constamment, devoir reparler de ces histoires-là à des gens qu'on connaît pas, à des gens qui vont venir juger nos histoires pour dire si oui ou non c'était assez grave, si oui ou non vous méritez d'être français ou pas. Tout ça c'est hyper lourd en fait et c'est du stress au quotidien. Je pense que c'est en fait les humains sont pas faits pour subir des charges de stress et renouveler, et ressasser des traumatismes comme ça constamment. Effectivement. Je vais continuer peut-être, vous allez m'excuser, je vais continuer en disant que les conditions que j'ai trouvées ce jour-là de cette personne à qui je suis allé rendre visite pour la première fois, déjà pour moi c'était pas évident de pouvoir entrer au sein du CRA de Saint-Jacques-de-la-Lande ici à Rennes parce que déjà il y a près de 5 barrières pour accéder à la personne et sans compter que le mur du dessus est électrifié donc pratiquement inaccessible. Donc pour moi ce jour je me suis dit mais quelle différence existe-t-il entre un centre de détention et un centre de rétention comme ils le disent, donc le D et le R. Ça veut rien dire si les conditions au final sont quasiment les mêmes. C'est du maquillage, hein. Que ce soit l'incarcération, que ce soit la détention, que ce soit la rétention, il n'y a aucune différence en fait. Moi, souvent, je souligne qu'en fait, on peut y enfermer des enfants dans les centres de rétention. Oui, Ouais, c'est grave tout ça. Ouais. Et que ça reste des prisons. Très grave. Donc voilà mon expérience de ce jour quand je suis sorti. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'expérimente également la peur parce que en cette période, j'étais dans les démarches et j'ai été débouté. Et avec tout ce qui suit, parce que quand vous êtes débouté dans votre procédure de demande d'asile, et ce qui suit directement, c'est une OQTF. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se posent la question, mais une OQTF ne c'est pas forcément quelqu'un qui a eu une infraction peut-être de vol ou quelqu'un qui a été surpris à faire, je sais pas, quelque chose de négatif, mais juste parce qu'on lui a refusé le droit de rester dans ces pays, de bénéficier de la protection internationale. Et il y en a des milliers de cas de cette espèce. Donc, je sais pas, je ne juge pas, chaque pays a ses droits, mais c'est tout simplement quelque chose de... Ça exaspère, c'est quelque chose de... En fait, c'est incompréhensible, c'est ambigu, ça se comprend pas. Dans une société qui est fondatrice des droits de l'homme reconnue dans le monde et y arriver, retrouver des conditions qui sont tout le contraire de ce qu'elle propose à l'international, je sais pas. Moi, ce que je trouve absurde aussi, c'est que pour justifier toutes ces mesures discriminantes, pour justifier le fait qu'on n'aille pas donner des papiers à des gens qui les demandent et à des gens qui se réfugient, hein, souvent qui fuient leur pays pour des raisons qui les appartiennent et pour des raisons qui sont de toute manière toutes légitimes, en fait, on vient les criminaliser. On vient raconter tout un imaginaire, soi-disant, comme quoi les personnes étrangères, les personnes exilées, et en fait elles volent, elles violent, elles sont nuisibles. Il y a toute une rhétorique, des rhétoriques qu'on entendait pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est vraiment c'est les mêmes schémas qu'on est en train de reproduire, hein, clairement. Et c'est différents schémas, mais on peut faire des gros parallèles, je pense. Et tout ça, ça vient justifier l'injustifiable. C'est on est en train de se bousiller l'esprit, à se faire des raccourcis sur des profils d'exilés qui sont qui seraient des monstres, quoi, en fait, d'une certaine manière, et ça vient justifier tout un discours ultra sécuritaire, ça vient justifier tout un discours ultra violent, et ça vient justifier l'enfermement des détenus. Ça permet d'éviter d'assumer en fait l'horreur de toutes ces mesures judiciaires complètement inhumaines, comme tu le disais plus tout à l'heure. Oui, moi, ce qui m'a motivé ce matin précisément à venir ici, c'est que c'est pour sensibiliser la société française. Donc,
qu'elles comprennent que ces thématiques qu'on met surtout ces derniers temps à l'actualité, parce que c'est à des fins électoralistes en fait. C'est devenu un fonds de commerce électoral, que c'est un sujet que les gens veulent entendre, mais il faut bien trouver les boucs émissaires et il faut trouver des prétextes pour que les gens aient, je sais pas, de l'électorat, les gens aient des visées électoralistes, mais une fois au pouvoir, je sais pas, on ne fera pas partir les étrangers parce qu'on a besoin de tout le monde est important dans la société. On a besoin des laveurs, on a besoin des nettoyeurs, on a besoin il faut bien qu'il y ait des personnes qui font ce boulot-là. Donc, que ce soit eux, que ce soit, je sais pas, quelle tendance politique qui peut prendre le pouvoir aujourd'hui, ils auront besoin de ce pour que le pays puisse fonctionner. Puis pardon, vas-y. Ouais, c'est juste en Italie, il y avait comment elle s'appelle là, Giorgia Meloni. Ouais, la lesbienne de droite qui a été élue en Italie, celle de l'AfD. Oui, c'est Giorgia Meloni. Ouais. Giorgia Meloni, ouais. Elle avait, okay. Elle a des enfants aussi. Et elle est contre la PMA. Bref, elle avait promis à ses électeurs qu'elle allait réduire le nombre d'étrangers dans le pays. Du coup, ça, c'est l'extrême droite, ça c'est le fascisme, c'est le nazisme, on sait comment ça se construit, on sait comment ça vient. Et là, elle a fait rentrer plein d'immigrés parce qu'elle avait besoin de force de travail dans le pays pas cher. Effectivement, c'est tout le contraire aujourd'hui que cette extrême droite en Italie de Giorgia Meloni, elle est en train de promouvoir aujourd'hui une régularisation de près de 500 000 sans-papiers dans son pays pour relancer l'économie en fait. Merci pour les chiffres. Et moi, c'est contradictoire. Je voulais justement rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, où je trouve que c'est aussi dur de trouver comme argument, comment dire, pour qu'on accepte aussi que des personnes exilées puissent travailler chez nous, aller chez nous, etc. C'est justement l'argument du travail, de dire qu'elles ont une valeur et qu'elles sont légitimes d'être chez nous parce qu'elles vont faire tout le boulot que nous on veut pas faire. En fait, je trouve que même si ces gens-là derrière ils sont au chômage, même si ces gens-là ils bossent pas, même si tout ça, en fait on s'en fout. C'est à un moment donné, il faut aussi questionner notre humanité et aller accueillir les gens sans demander à ce que derrière ils puissent travailler et faire fonctionner l'économie de chez nous. Effectivement. C'est pas des chiffres, c'est pas des statistiques, c'est des humains et voilà, en fait on se rend compte que finalement même l'extrême droite la plus fasciste, elle aussi elle peut reprendre cet argument-là des exilés qui viennent travailler chez nous et que ok, on veut bien leur laisser un accès à notre système de santé, à notre système de machin, s'ils veulent bien faire les boulots dégueulasses. Il faut bien le préciser, cette extrême droite, avant d'arriver au pouvoir, fustigeait, n'est-ce pas, les immigrants, mais une fois arrivé au pouvoir, ce sont ces migrants sur lesquels il s'appuie aujourd'hui pour faire la relance de son programme économique. En fait, pour moi, c'est contradictoire. Ouais. Et on voit bien que c'est de la démagogie et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nestor. Effectivement. C'est que finalement, c'est pas des vraies choses qu'ils nous proposent, c'est pas des vraies idées, il faut pas les suivre, c'est de la démagogie. Donc ils vont vous montrer quelque chose qui fait bien plaisir à l'opinion publique en décalant la fenêtre d'Overton vers la droite de plus en plus. Et après ça, ils vont absolument rien faire, c'est des promesses dans le vide et on le sait. Fenêtre d'Overton. C'est un concept, on en a parlé à l'émission dernière, vous pouvez nous retrouver sur internet, c'est la fenêtre dans laquelle les idées sont acceptables ou non. Donc, acceptables au débat public, et du coup on va les décaler de plus en plus, et c'est notamment ce qu'on avait fait en France quand il y avait eu des rafles dans les gares, c'était pour montrer que ça pouvait se faire et que personne allait se battre contre, et du coup on décale de plus en plus ce qui va être facile à l'œil, et on va augmenter les trucs inhumains, et dans le quotidien de tout le monde il y aura des trucs inhumains et ça va passer pour normal de plus en plus quoi. Et c'est comme ça que le nazisme s'installe, donc il faut faire attention, il faut se battre, toujours se battre contre le fascisme. Je vois que l'heure tourne. Nestor, est-ce que tu voulais rajouter des choses? Est-ce que tu avais d'autres choses à dire peut-être? Je n'ai pas trop grand chose à dire, juste que je vais dire que pour moi, les centres de rétention administrative ne devraient pas exister parce que c'est inhumain, tout simplement. Et peut-être encore même ici en France, qui pour moi c'est absurde. C'est un pays fondateur des droits de l'homme, c'est un pays de la Déclaration universelle, que l'on le veuille ou pas. Donc ici en France, pour moi, ça ne devrait pas exister.
Et dans d'autres pays, mais ici en France, voilà, mais... Ou même dans d'autres pays, on peut souhaiter que ça n'existe pas. Voilà. Voilà, faudrait que ça existe nulle part sur la planète. Mais Voilà. bravo, Nestor. Moi, je suis d'accord. Merci beaucoup, Nestor. Ouais. Mais je vous en prie. Moi, juste pour finir, même si je vais pas rajouter 3000 trucs, mais en fait, c'est se questionner aussi sur le lien qu'on peut faire avec l'histoire coloniale de la France. Enfin, je veux dire, faire venir des travailleurs étrangers et leur accorder les papiers juste parce qu'ils vont faire le sale boulot. Pour moi, il y a clairement une logique coloniale derrière ça. D'ailleurs, c'est aussi des gens qui fuient leur pays parfois parce que leur pays, on exploite leurs ressources, on exploite le travail, etc. Tout à fait. Donc c'est bien beau aussi de dire que la colonisation est finie, mais au final de se rendre compte que les conséquences sont les mêmes et les atrocités sont continues. Effectivement. Voilà. Et j'ai encore plein de choses à dire, mais pas le temps. Du coup, pour petit rappel, moi c'est Pluie et je voulais vous lire un petit article de Street Press qui s'appelle donc Crack, prostitution et violence de la rue. Donc cet article il est trop intéressant, j'ai pris les petits bouts qui m'intéressent. Ok, on y va. On t'écoute. Depuis 2023, la direction départementale de la sécurité publique de Lille revendique une stratégie de harcèlement des points de vente et multiplie les descentes dans les quartiers en recherche de flagrants délits. Des opérations coup de poing, médiatiques, mais peu efficaces dans cette métropole devenue l'un des plus grands carrefours européens du trafic de cocaïne et d'héroïne. Chassés par la police, exploités par les réseaux de dealers, les consommateuristes de drogue sans abri sont abandonnés à leur sort par les pouvoirs publics lillois. Les consommateuristes racontent leur enfer sous crack et héroïne. Donc là, c'est la prise de parole de quelqu'un qui s'appelle Yann. Maintenant que Darmanin a décidé de faire la guerre aux toxicos, on doit faire gaffe. Les flics sont capables de sortir d'une Twingo et de nous sauter dessus. Vivez heureux, vivez cachés, dit le proverbe, mais dans la rue, c'est pas possible. C'est comme si c'était écrit sur notre gueule qu'on était drogués. Le jeune homme se dit blasé sur les remarques dénigrantes de certains passants. De toute façon, t'as pas le choix pour survivre. Soit tu voles, soit tu deals, soit tu fais la manche. Le RSA, j'ai abandonné. Ils vont sans cesse te mettre des bâtons dans les roues. Je me fais 20 € par jour et je dois rien à personne. Les consommateuristes sans abri ont bien du mal à se soumettre aux échéances imposées par les administrations. Ils subissent régulièrement des suspensions de leur allocation RSA ou même des radiations définitives. Beaucoup d'entre eux sont en incapacité de travailler du fait de leur situation sociale, sanitaire, psychique et comptent sur l'allocation ne serait-ce que pour se nourrir. Certains n'ont alors d'autre choix que de se tourner vers le travail du sexe, la manche ou les petits larcins pour subvenir à leurs besoins. Les équipes des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques, les CARUD, vont quotidiennement à la rencontre des consommateuristes dans les campements et squats de la ville. Ils leur apportent des conseils, du café chaud, des pipes à crack neuves et des seringues stériles. Mais depuis quelques années, les professionnels sont dépassés par l'explosion du marché de la cocaïne. Les accueils de jour sont surchargés, les délais d'attente pour accéder aux structures de soins ne cessent de s'allonger, mais les subventions publiques peinent à suivre. Les dealers, quant à eux, s'adaptent au public précaire en leur proposant des doses à 5 € et des livraisons directement sur les lieux de vie. Les usagers n'ont plus le temps pour accomplir leur démarche, constate Simon, salarié du CARUD lillois. Ils sont en recherche permanente de thunes pour consommer. C'est la fin de mon petit bout d'article. Est-ce que tu as dit ce que ça voulait dire CARUD ? Ouais, je l'ai dit juste avant. Pardon, j'ai pas... Pas de souci. Le CARUD, c'est... je me suis perdue sur ma page. Non, mais si tu l'as déjà dit... Je sais que le UD, c'est usager de drogue. Ouais, c'est ça. C'est des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Et du coup, les CARUD, ils sont ultra importants dans les villes parce qu'ils vont pouvoir distribuer gratuitement du matos qui va permettre aux hépatites, par exemple, ou au VIH, d'être transmis par de la consommation de drogue qui ne va pas coller à la RDR, la réduction des risques. Donc, par exemple, partager sa pipe, partager ses aiguilles, se faire mal, par exemple, avec des pipes à crack, on peut se brûler les lèvres ou les mains. Et du coup, aller à un CARUD, c'est super. Vive la réduction des risques, informez-vous, il y a plein d'autres collectifs qui existent comme Technoplus également. C'est des collectifs qui sont nés de manière pirate, c'est-à-dire que c'était interdit avant et donc ils vivaient un peu dans l'illégalisme. Maintenant ça a été légalisé, mais vigilance, l'extrême droite arrive, on la voit arriver.
ça va sans doute pas durer cette légalité. Et donc, il faut qu'on se mobilise pour que la réduction continue. En aucun cas, il faut qu'elle soit arrêtée. On sait très bien que c'est pas en punissant qu'on arrête la drogue. Et les discours de la drogue, c'est mal, ça n'a jamais fonctionné. Puis écouter les concernés au lieu de faire de la répression comme ça aussi. Moi, je souligne que dans les cas rudes, il y a aussi des usagers et usagères de produits psychoactifs et que en fait, c'est aussi des gens c'est elles-mêmes et eux-mêmes qui pourront se sortir aussi de ces situations-là et trouver les solutions qu'on a besoin d'écouter. Okay. Pour terminer cette émission, il nous reste très peu de temps, j'espère que ça va rentrer. Moi je voulais vous lire un petit article de la Jeune Garde et puis de toute façon même si j'ai pas terminé je vous donnerai l'endroit où trouver ça. Moi j'ai trouvé en tout cas sur expansif.info. C'est parti, je mets mon micro plus droit que ça pour que j'y arrive. Le Conseil des ministres vient de prendre le décret de dissolution de la Jeune Garde antifasciste sur ordre du Rassemblement national. Cette dissolution n'est pas anodine et intervient dans un contexte de fascisation de la société. Les violences racistes et d'extrême droite ne cessent d'augmenter. Meurtre islamophobe d'Aboubacar à la Grande Combe, assassinat raciste d'Hichem Miraoui à Puget-sur-Argence, attaque de nervis fascistes contre les militants PCF à Arès, sans parler des attaques quasi quotidiennes contre la communauté musulmane, les personnes issues de l'immigration, les militants de gauche, les minorités sexuelles, etc. Les actes sous le produit de la banalisation des discours racistes et plus largement des idées d'extrême droite, laissant la place à la haine de l'autre, et plus particulièrement des musulmans. Ces discours sont omniprésents dans le champ médiatique et politique, et le gouvernement y participe activement. La Jeune Garde, c'est 7 ans de victoire sur l'extrême droite. Fermeture d'endroits fascistes, dissolution d'organisations racistes, campagne politique et bien évidemment victoire dans la rue et dans les urnes. Et c'est bien ce qui dérange le gouvernement Bayrou et l'extrême droite. C'est la première fois depuis 1945 que l'organisation d'un député d'opposition est dissoute. C'est une attaque sans précédent contre toutes les voix qui s'opposent trop fermement au projet réactionnaire de l'extrême droite. Nous ne laisserons pas faire, nous porterons un recours auprès du Conseil d'État et utiliserons tous les moyens à notre disposition pour faire annuler cette décision illégitime. Quelle que soit l'issue de cette bataille juridique, la lutte antifasciste continue. Jeune garde ou pas, l'antifascisme vivra, l'antifascisme vaincra. La jeunesse antifasciste ne se dissout pas. L'antifascisme est l'affaire de tous et toutes. Face à l'extrême droite, plus un pas en arrière. Voilà. Je précise, c'est toujours bon de rappeler que c'est à cause des discours de dissolution, pro-dissolution, c'est-à-dire par exemple comme l'Action française qui a été dissoute, il y a beaucoup de personnes de la gauche qui se sont réjouies de ça. Et en vrai, c'est à cause de ce discours-là que nous aussi, nos camarades se font dissoudre et que prôner la dissolution ne sera jamais une solution. Puis c'est les mettre dos à dos en fait. L'extrême droite, elle est pareille que l'extrême gauche, quoi, se dire. Ouais. Comme si c'était les mêmes violences, etc. Et moi, je voulais juste rappeler ce que c'est l'extrême droite, parce que en fait, l'extrême droite, elle a aussi tendance à elle-même jouer sur tout ce flou-là. L'extrême droite, c'est pas juste des racistes, c'est pas juste des fascistes. L'extrême droite, c'est des gens qui sont misogynes, c'est des gens qui détestent les personnes handies, c'est donc validistes. L'extrême droite, elle est homophobe, elle est transphobe. L'extrême droite, elle tape partout et elle tape sur tout le monde. Elle déteste les pauvres, elle déteste les intellectuels. Elle déteste les travailleurs. La culture. Elle déteste la culture, elle déteste... L'histoire. En tout cas, elle prône sa culture. Elle a sa culture, elle a la culture qu'elle veut mettre en avant. Elle a tout son lot de révisionnistes, elle a tout son lot de, entre guillemets, scientifiques qui viennent justifier son agenda politique. L'extrême droite, elle... Son modèle de société, quoi. Son modèle de société. Et moi, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est l'extrême droite, sur cette espèce d'araignée là, qui tisse sa toile sur tout un tas de sujets. Et je vous inviterai juste à vous renseigner. Street Press fait du taf de ouf sur dire en fait et nommer ce que c'est l'extrême droite, où est-ce qu'elle se trouve. Elle fait des cartographies de l'extrême droite en allant des royalistes à des éditorialistes d'extrême droite. Mais bon, voilà. Et Blast aussi, c'est pas mal. Blast aussi, ouais. Très rapidement, on avait un dernier point, mais ça je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler.
c'est Alcatraz. Tu veux en parler peut-être, Gas? Je sais pas. Si vous voulez, en quelques mots, notre bon vieux président américain Donald Trump a décidé d'ouvrir une prison. Bon, vous le connaissez pour ses effets d'annonce, etc. Ouvrir une prison, donc c'est un centre de rétention, donc une prison, clairement. Donc pour des personnes qui n'ont pas la nationalité américaine, enfin qui n'ont pas la nationalité américaine ou le droit de rester aux États-Unis. Et donc, en gros, l'effet d'annonce, c'était d'essayer de reproduire la prison Alcatraz. Alors, pour celles et ceux qui connaissent pas Alcatraz, c'est une prison qui était soi-disant on ne pouvait pas s'en échapper, en gros. Et donc là, ce nouveau centre de rétention, il a été construit au milieu d'une zone naturelle protégée où il y a des alligators dedans. Et donc, notamment, c'est une prison de 3000 places, donc c'est énorme, qui est entourée d'eau et de 200 000 alligators qui peuvent donc être de très grande taille à taille adulte. L'idée, c'est de faire peur, bien évidemment. Ça reste de l'effet d'annonce et tout ça, c'est un projet qui est aussi au-delà de mortifère, qui est écocidaire. Enfin bref, c'est de la merde, c'est des prisons construites. Fuck. Voilà. C'est un second Guantanamo qui veut faire construire en pleine Floride, quoi. Exactement. Et bah, On va merci. tous devenir des crocodiles Dundee. Vive les crocodiles rennais. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Il est 14h10. On a un peu mordu. Du coup, je vous propose qu'on se dise au revoir. Gros bisous tout le monde. Bisous tout le monde, bisous Morman. Bisous tout le monde, bisous à tout le monde. Merci, c'est un plaisir de m'avoir reçu dans votre émission. Merci Nestor. Merci d'avoir pris la parole. Merci à tout le monde, c'était super. Et on devait la tôle. Pardon, vas-y. On devait se quitter sur un son de 12 Kawa. On n'aura pas le temps. Le monstre, on n'aura pas du tout le temps. Mais allez écouter 12 Kawa, c'est marrant. Il est un peu misogyne, mais c'est super. Et l'émission qui suit, c'est La Sieste sur Canal B. Allez, Fuck le Heps.